Bonjour, bienvenue à ce chapitre numéro 3. Au chapitre précédent, j'avais introduit le phénomène El Niño. Le El Niño est un réchauffement des eaux équatoriales qui va par la suite impacter la température moyenne globale de l'atmosphère. Alors, puisque un chapitre en appelle un autre, bien, ça serait peut-être intéressant de s'intéresser à la relation entre la température des océans et celle de l'atmosphère. Avant de commencer, j'aimerais toutefois ouvrir une petite parenthèse à propos de la température que j'ai omise. Il faut comprendre que la température ici est une anomalie, c'est-à-dire une valeur qui est comparée à une température moyenne de référence. Alors, cette température moyenne est calculée sur une période normalement de 30 ans. Alors, il s'agit de prendre la température de mois et de la comparer à cette moyenne. Alors, si pour le mois en question, la température est plus élevée que la moyenne, bien, il y a réchauffement. Alors, je ferme la parenthèse ici. Donc, si on veut comparer les températures des océans avec celles de l'atmosphère, la première chose à faire, c'est de les porter sur un graphique. Et ce qu'on va constater, c'est que les deux températures évoluent conjointement. Alors, c'est ce que je vais présenter immédiatement. Alors, on a ici en bleu la température de l'océan et en vert celle de l'atmosphère. Et on remarque également le grand pic central qui lui correspond au El Niño. Alors, c'est indéniable, les deux températures évoluent conjointement. Alors maintenant, puisqu'on constate la très forte corrélation qu'il y a entre les deux températures, il faut expliquer cette corrélation. Alors, il y a trois possibilités. Soit qu'il y a un phénomène qui contrôle les deux températures de telle façon que les températures évoluent conjointement, soit que c'est l'océan qui contrôle la température de l'air ou l'air qui contrôle celle de l'océan. Dans le premier cas, où on parle d'un phénomène sous-jacent, on doit écarter cette possibilité parce que les milieux de l'eau et de l'atmosphère ont des propriétés thermiques trop différentes. Et si jamais un facteur sous-jacent vient modifier les températures de ces milieux, justement à cause de cette différence de propriétés thermiques, eh bien, les milieux vont se comporter différemment et on n'aurait pas cette corrélation. Alors, il reste deux possibilités, soit que ce soit les océans qui contrôlent l'air ou l'air qui contrôle la température des océans. Alors, on va régler ce problème à l'aide de ce qu'on appelle la température d'équilibre. La température d'équilibre, c'est quelque chose de simple à comprendre. C'est la température qui va s'installer à l'interface de deux environnements ayant des températures différentes. C'est-à-dire que le milieu le plus chaud va céder sa chaleur à celui qui est le plus froid. Le plus froid va se réchauffer jusqu'à temps que les températures s'équilibrent entre les deux milieux. Alors, c'est ce qu'on appelle la température d'équilibre. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qui se passe entre l'eau et l'air. C'est que la température d'équilibre se calcule un peu comme une moyenne. On prend les deux températures, on les additionne et on les divise par deux. Sauf que, dans notre cas, on doit tenir compte de la propriété d'effusivité de l'eau et de l'air. Et là, ces propriétés sont différentes entre l'eau et l'air. La propriété diffusivité de l'eau est 300 fois celle de l'air. Alors, on a une moyenne pondérée ici par un facteur de 300 pour l'eau et de 1 pour l'air. Et si on fait la moyenne de n'importe quelle valeur pour ces deux milieux, le résultat pour la température d'équilibre va être pratiquement celle de l'eau. Alors, jamais l'air pourra influencer la température de l'eau de telle manière qu'on observe les courbes qu'on a vues et la corrélation qu'on a vue. Par contre, l'inverse est beaucoup plus réaliste. Le moindre changement
dans la température de l'eau va s'imposer sur la température d'équilibre et la température de l'eau va suivre, la température de l'air, excusez-moi, va suivre celle de l'eau. Alors, on vient de démontrer clairement que c'est l'eau qui contrôle la température de l'air. Une autre façon de s'en convaincre est le fait qu'en moyenne, la température à la surface de l'eau, la température de l'eau, est légèrement supérieure à celle de l'air, toujours à la surface. Et là, la chaleur va toujours du chaud vers le froid. Donc, encore une fois, c'est l'océan ici qui va réchauffer l'air. Et on peut approcher finalement le problème avec la notion d'inertie thermique. Alors, l'inertie, c'est la propriété qu'a un événement, un phénomène, à garder sa trajectoire. Et plus l'inertie va être élevée, plus ça va être difficile de faire dévier un phénomène de sa trajectoire. Alors, on comprendra que le phénomène le plus inerte va s'imposer sur celui qui est le plus fugace ou le moins inerte. Or, l'eau a une capacité, une inertie thermique beaucoup plus élevée que l'eau parce qu'on calcule encore une fois cette inertie avec l'effusivité qu'on vient d'expliquer. Alors, on vient de démontrer ici, par tous les moyens possibles, j'imagine, que l'eau contrôle la température de l'air. Or, on peut en tirer une conclusion à propos de l'effet de serre. C'est que si l'effet de serre est un phénomène qui accumulerait la chaleur, c'est-à-dire que l'air accumulerait la chaleur, l'air ne pourrait pas imposer sa chaleur à l'eau. On n'aurait pas cette corrélation. Donc, l'effet de serre n'est pas un phénomène d'accumulation de chaleur dans l'air. Alors là-dessus, je vous remercie et on passera éventuellement au prochain chapitre.